Regard croisé, dernière partie, on va parler du Togo toujours, mais on va dire quelque chose encore sur le sujet 3 qui porte bien sûr sur les restrictions dans le transport urbain. Le gouvernement tempère. Et je vous demandais, pour des gens qui vont peut-être remorquer les amis, leurs femmes au boulot d'abord avant d'aller eux-mêmes au boulot, comment ils vont procéder? Ça fait un. Et ceux à qui on avait payé des motos comme ça, qui circulent dans la ville de Lomé, avec qui on commande des trucs dans la ville, tout ça, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans tout son ensemble? Ça risque de créer une situation qui risquerait fort d'échapper au contrôle du gouvernement. Il faut faire très attention. Vous avez vu les premières heures de la prise de cette décision. Le lendemain même, les manifestations qui ont spontanément eu lieu à Kara. On a vu tous les images. Donc aujourd'hui, il faut faire attention. Je pense que c'est ce qui a amené le gouvernement à revoir sa copie et proposer une autre alternative d'ici le 11 avril. Je pense qu'ils vont pouvoir poser des réflexions assez profondes pour proposer une autre solution face à cette décision-là. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je pense que cette décision risquerait de bloquer non pas seulement l'activité de Zémidjan, non pas seulement aussi l'économie de ce pays, mais de bloquer beaucoup plus les Togolais qui habituellement et quotidiennement utilisent ces moyens de transport pour se rendre à leur lieu de travail, pour se rendre d'un quartier à un autre, pour se rendre dans leur secteur d'activité aujourd'hui. Et donc, si cette décision venait à être maintenue, il faut que l'État trouve des solutions pour pallier cela. Et les solutions, elles sont là. Je le disais, on n'a pas qu'automobile assez fourni. Allez faire un tour au garage central. Allez faire un tour là-bas. Les Chrysler, là, tout ce mais sortez les voitures, sortez les gros bus, mettez-les dans les quartiers, mettez-les en circulation, réglementez. C'est seulement le grand Lomé qui est concerné. Voilà, réglementez cela et vous verrez que les Togolais ne vont pas murmurer longtemps. Et de deux, il faut diminuer le prix du pétrole, du carburant dans les stations essence. Le baril du pétrole aujourd'hui, tout le monde sait combien ça coûte. Yaya avait fait promesse, les prix et ça peut encourager aussi ceux qui ont des moyens de transport chez eux, qui ne les utilisent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller acheter du carburant, de sortir ces moyens de déplacement et d'en faire des déplacements quotidiens. Et aussi, lorsqu'on parle de la malorganisation du secteur des Zémidjan au Togo, moi je suis surpris. Vous savez, les Zémidjans n'ont jamais eu la bénédiction du gouvernement. Depuis Eyadema jusqu'à l'actuel gouvernement, les Zémidjans ont été toujours caricaturés comme un secteur d'activité qui a un rapport direct avec l'avènement de la démocratie dans ce pays. C'est pour ça que ces Zémidjans, pendant très longtemps, ont été abandonnés à eux seuls. On estime que c'est une couche sociale la plus défavorisée ou la plus vulnérable qui s'est adonnée à ce secteur d'activité-là. Alors que c'est faux. Si pendant très longtemps, ce secteur avait été réglementé, avait reçu le soutien du gouvernement pour apporter des solutions dans ce secteur, aujourd'hui, la question du recensement des Zémidjans ne poserait pas problème. Vous demandez à n'importe quel ministre du commerce ou du transport le nombre exact ou le nombre approximatif des Zémidjans au Togo, il vous donnera demandez à tous les ministres du transport qui se sont succédés le nombre de Zémidjans qu'il y a à Lomé. Ils ne sont pas capables de vous donner un chiffre. Et les syndicats font ce qu'ils peuvent pour amener les gens à venir s'identifier, à venir s'enregistrer. Et donc pendant très longtemps, ce secteur a été abandonné parce qu'on croit que c'est avec la démocratie que les Zémidjans sont arrivés au Togo. C'est ceux qui sont contre le pouvoir ou ceux qui sont contre le gouvernement qui exercent ce secteur d'activité, qui exercent dans ce secteur d'activité. Et donc il faut les laisser comme ça. Il y a eu la dossier qui est arrivée. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire à l'heure où nous parlons? C'est des propositions qui sont faites. Et donc aujourd'hui, on est en face d'une situation qui permet de déterminer le nombre réel qu'il y a. Parce que derrière, on dit, on va vous donner de l'argent, on ne sait pas combien ils vont donner. S'ils sont 500 000, parce que le chiffre qu'on donne souvent, c'est 500 000. S'ils sont 500 000 Zémidjans sur toute l'étendue du territoire, et à qui on donnera peut-être 30 000, 50 000, 60 000 à la fin du mois, vous multipliez cela par les 500 000, vous voyez un peu le déficit que cela peut occasionner. Et donc aujourd'hui, il faut que le gouvernement comprenne la nécessité de prendre ses responsabilités. Lorsqu'il dit pas de Zémidjans
dans les rues de Lomé, pas plus de 2 personnes sur une moto, mais sortez ce qu'il y a au garage là-bas, qui sont là, les pneus sont affaissés parce que pour certaines voitures, on ne les utilise pas. Vous faites un tour dans les parkings de certains ministères, de certaines directions publiques, de certaines administrations, de certaines institutions, vous voyez de grosses voitures, de très belles voitures qui sont là, personne ne les utilise, elles sont abandonnées là-bas. Envoyez-les chez les mécaniciens pour les réparer et vous les mettez dans la circulation. Les Togolais seront contents de prendre ces voitures qui ont été payées par leurs propres sous. Credo Tété, qu'est-ce qu'il va devenir, mon cousin là qui est venu du village, à qui on a payé peut-être une moto, et au village on a tous fêté qu'il a trouvé du bon boulot à Lomé, et au moins il va envoyer 1000 francs, 500 à la fin du mois, ou bien par semaine à la vieille, ou bien à sa femme et ses enfants. Non, je dirais des soucis. Si ton cousin là n'arrive pas à... C'est ton cousin. Si ton cousin n'arrive pas... Non, il a parlé de son cousin, donc je lui réponds du tic au tac. Donc, si notre cousin qui est revenu du village, qui a trouvé une moto campée, le roi campé, et qui aujourd'hui ne se retrouve pas dans un syndicat ou bien ne se retrouverait pas dans les mesures d'accompagnement, c'est un gros souci pour lui. Pas parce qu'il faut se demander comment est-ce que... Il a vendu un terrain de la famille, il s'est payé une il a moto. fait un prêt. Ouais, Il a fait un prêt. Il a fait un prêt. Donc c'est qu'il a des choses à rembourser, il doit rentabiliser même son investissement. Donc c'est un gros souci. Donc c'est là où je dis que les premiers acteurs qui sont concernés, ce sont les émigrants. Même ce sont également leurs associations, bien leurs syndicats qui doivent prendre langue véritablement avec le pouvoir, essayer d'exprimer leurs besoins réels. Vous savez, la base réagit parfois sous le coup de l'émotion, mais parfois la base réagit autrement et ces réactions ne sont pas portées à juste titre par les représentants. Je dis parfois par les représentants. Parce qu'il y a certains représentants, lorsqu'ils vont devant les autorités, s'asseyent avec les autorités, facilement, ils sont convaincus d'un certain nombre de choses. Mais lorsqu'on recalque les gains qu'ils ont ramenés au niveau de la base, on voit qu'il y a toujours des insuffisances. Donc il va falloir qu'on mette à profit ces 5 ou 6 jours pour essayer de diagnostiquer les réels problèmes, les véritables problèmes et donner des mesures d'accompagnement pour les émigrants. Vous savez, ce n'est pas uniquement les émigrants, même ceux qui remorquent d'autres personnes, d'autres collègues. Donc ce sont également des vecteurs assez faciles de transmission de ce virus-là. Il y a même des fonctionnaires qui quittent le boulot le soir à 16h, à 17h, mais vous les voyez dans la circulation. Jusqu'à 20h. Ouais. Jusqu'à 20h, parce qu'ils doivent arrondir, disons, les angles et autres là. Arrondir les fins de mois. Qu'est-ce que ces personnes-là aussi vont devenir? Donc, il y a cette urgente nécessité, c'est d'amener les acteurs de ce secteur à adopter les gestes barrières dans un premier temps et essayer également de les sensibiliser, de les conscientiser. Lorsque nous prenons le secteur des émigrants, souffrons que nous disions les choses telles qu'elles sont, mais il y a un grand nombre de ces acteurs de ce milieu qui ont des antécédents même d'hygiène même avec la société. Parce que des fois, vous prenez des émigrants, vous n'arrivez pas à respirer parce que les aisselles, ça c'est autre chose. Et là, avec ce virus-là qui se propage, qu'est-ce qu'il adviendra de nous? Merci Credo. On va aborder le dernier thème de Regard croisé de ce jour. Togo toujours, test de vaccin Covid-19, oui ou non? David, c'est comme si vous serez vacciné dans les jours qui viennent contre le Covid-19. Selon une émission qui a été faite sur une chaîne française il y a quelques jours, on dit le test sera bien sûr fait en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Il y a cette précision-là. Oui, on a appris, on a suivi des émissions. En tant que journaliste, on a eu la chance de suivre ces émissions sur la chaîne de télévision LCI en France, justement, où 2 docteurs se sont exprimés sur la question. Vous savez, le désir aujourd'hui de tout citoyen du monde, c'est d'aller à la recherche d'un vaccin pour guérir du coronavirus. Et les études sont faites dans les grands instituts
occidentaux et en Afrique aussi pour justement juguler les compétences et trouver le vaccin qui peut lutter contre ce virus-là. Alors, lorsque le vaccin va être trouvé, il faut qu'il soit testé, forcément. Mais où? Il faut qu'il soit testé sur l'être humain ou alors sur un canal on nous a scientifique enseigné en terminale souvent que les tests, c'est souvent avec les cobayes souris. Oui, qui puisse, sur un canal scientifique, qui puisse sortir des résultats. Alors, la question, c'est quoi? Oui. L'inquiétude plutôt, c'est laquelle? Ce qu'il faut tester. Alors, moi, je dis, puisque le vaccin est en étude dans les grands instituts en France, aux États-Unis, un peu dans les pays occidentaux, comme ils le disent, si, par miracle, le vaccin est trouvé, je proposerais que les tests soient faits sur les citoyens ou sur les habitants dans des pays dans lesquels il y a eu du ravage de cette pandémie. Quand vous prenez l'Italie, vous prenez la Chine, vous prenez l'Espagne, vous prenez l'Iran, vous prenez les États-Unis, etc., que les tests soient faits là-bas. Et si ça donne des résultats positifs, que ça soit élargi vers les autres pays aussi. Et n'oublions pas qu'en Afrique, nous avons des instituts, des laboratoires qui font des recherches. On a parlé d'un vaccin qui a été trouvé au Bénin. On a parlé du Sénégal aussi, qui est avancé dans les recherches, etc. Et donc, si les vaccins sont trouvés, si, par exemple, le Bénin trouve le vaccin contre le coronavirus, que ça soit testé sur les Béninois et sur les Africains, que chacun teste son vaccin chez lui. Et quand on verra les résultats, on peut commencer par commercialiser. Il serait incompréhensible que la France trouve le vaccin et qu'on envoie le vaccin en Afrique pour le faire tester sur des sujets africains. Alors qu'on sait qu'en Afrique, le coronavirus ne fait pas trop de dégâts comme ça se fait dans les autres pays européens. Et donc, c'est un peu ça l'inquiétude. On a l'impression que l'Afrique va servir d'expérimentation, de continent d'expérimentation à ce virus. Et c'est ce que les gens ne veulent pas. Nous sommes tous d'accord que des recherches puissent aboutir à ce vaccin-là. Mais si c'est trouvé, faites les tests en Europe, en France, dans les pays qui sont plus touchés, et on verra ce que ça donnera. Les Chinois, comment ils ont fait pour bouter le coronavirus hors de la Chine aujourd'hui? Personne ne le sait. Le Chinois n'a pas apporté sa technologie en Afrique pour expérimenter. Ils l'ont expérimenté chez eux. Ils ont trouvé la solution. Aujourd'hui, Wuhan est sorti de ce coronavirus-là. Il serait très difficile qu'un laboratoire français trouve le vaccin et qu'il l'amène en Afrique. Pour le moment, on veut rester avec nos vaccins, avec ce qu'on a ici pour le moment. Non, je dirais que l'Afrique ne doit pas servir de cobaye. L'Afrique ne doit pas servir de cobaye. Et pour les médecins et les chercheurs français qui ont fait l'émission, je crois qu'ils sont revenus même ils se sont excusés, pour présenter des excuses. Mais je crois qu'ils ont été saoulés par leur incompétence à faire face à la crise sanitaire même dans leur pays. Leurs limites ont été, disons, prouvées. Et ce sont des gens qui étaient déboussolés et qui pensaient que les Africains doivent toujours servir de cobayes pour eux. S'ils ont, comme David l'a dit, s'ils ont trouvé le vaccin, mais qu'ils testent ça sur les citoyens français, sur les citoyens espagnols, italiens, et lorsque ça fera ses preuves, là, nous aussi, Africains, nous pouvons adopter, peut-être même adopter cela, mais dire explicitement que le test se ferait, ou bien il serait bien que le test soit fait en Afrique de l'Ouest, sur la population. Vous aurez remarqué que au début même de la crise sanitaire, il y a Radio France Internationale qui a fait des émissions et qui s'étonnait du fait qu'on ne trouve pas assez de cas déclarés en Afrique. En début. Donc c'est comme si les mauvaises choses sont destinées à l'Afrique et les bonnes choses doivent être toujours du côté de l'Occident. C'est vrai qu'on nous a toujours montré un Jésus qui est blanc. Et nous aussi, avec l'inculturation, nous avons dans nos églises la représentation de Jésus noir.
Donc, c'est dire que nous devons, en tant qu'Africains, prendre nos responsabilités. Nous ne devons plus consommer allègrement ce qui vient de l'Occident, ce qui vient de l'Europe. Ils ont des limites également. Et c'est le lieu également d'encourager nos chercheurs africains à s'investir réellement dans les recherches. Ce n'est pas uniquement arborer le titre d'enseignant-chercheur ou bien de chercheur et puis aller rester dans un bureau climatisé, être sur WhatsApp, sur Twitter, sur Facebook pour dire qu'on fait de la recherche. Allez faire les recherches et demandez les moyens aux autorités de vos pays. Si les autorités ne réagissent pas, mais portez votre voix assez loin pour qu'on puisse également considérer la recherche dans nos pays. Et je crois qu'on dit toujours quelque chose, malheur est bon. L'Afrique aujourd'hui, avec ses gouvernants, doit se rendre à l'évidence qu'il faudrait dorénavant investir dans les recherches. Sur le vaccin ou bien la thérapie qui a été trouvée du côté du Bénin par le docteur Gon ou bien Nyon. Valentin Agon pour la pyrivine. Donc, je crois qu'on doit le faire. Mais ça a prospéré du côté du Burkina. Mais également du côté du Sénégal. Donc, les études, les recherches sont assez poussées. Il faudrait encourager cela. Et également, mettre à profit. Pourquoi ne pas mettre à profit la médecine traditionnelle dans nos pays? Est-ce qu'on est en train de voir, bien sûr, avec les anciens chercheurs à l'université qui ont été associés, les tradithérapeutes qui ont été associés à certaines recherches à l'université actuellement, avec la formation d'une équipe pluridisciplinaire c'est pas maintenant qu'il faut faire ça. Il fallait faire ça depuis. Il fallait associer les tradithérapeutes. Mais quand on sait que ton nom peut peut-être faire des potions sur lesquelles on n'a pas eu d'assurance. Les Chinois l'ont fait. L'acupuncture, ça n'a pas été enseigné c'est pas enseigné dans aucune université en Occident. Les Chinois l'ont fait. Les Chinois le font encore aujourd'hui avec la médecine traditionnelle. C'est des produits qu'on prend tous les jours chez nous à la maison. Mais il faut que les Africains se réveillent. Il faut qu'ils comprennent que tout ne peut pas venir de l'Europe. Les médicaments que nous prenons, nous ne connaissons pas la posologie. C'est ce qui est mis sur l'emballage que nous prenons. Parfois, quand vous le prenez, vous savez, l'organisme de l'Africain, il est différent de celui de l'Européen. Ce que nous avons sous cette peau-là, ce n'est pas la même chose qu'ils ont là-bas. Nous avons le même sang, nous avons les mêmes veines, mais nous avons certaines caractéristiques qui sont propres aux Africains. La preuve, nous avons le soleil en Afrique pendant 12 mois. En Europe, ils n'ont pas le soleil, ils l'ont que sur 2 mois. Vous comprenez? Ça veut dire que l'organisme africain n'est pas aussi favorable à certains produits. La preuve, quand vous prenez certains produits, vous avez ce qu'on appelle les effets secondaires. Donc, tous les produits que nous prenons viennent de l'Europe. Tous viennent de l'Europe. Quand est-ce que l'Africain peut sortir aussi de ses laboratoires de recherche des produits destinés à la santé des Africains? C'est trop tard aujourd'hui que l'université s'investisse dans l'association avec les tradithérapeutes pour faire quoi? Non, on n'a plus le temps. Le coronavirus est en train de décimer. Qu'on veut tester chez vous. Mais il fallait le faire depuis. On a eu des ministres, des ministres de la santé. Nous avons eu des gens, des compétents qui ont travaillé sur des dossiers. Mais à aucun moment, vous arrivez à l'université de Lomé, vous ne verrez un département qui est dédié à la médecine traditionnelle. Tout est moderne. La médecine qu'ils font là, la faculté de médecine, c'est la médecine moderne qu'on apprend aux étudiants là-bas. Et donc aujourd'hui, s'ils se réveillent, c'est trop tard. On ne sait pas jusqu'à quand ces recherches-là vont s'associer pour pouvoir sortir un vaccin contre ce virus-là. Il est temps que les Africains comprennent que nous devons aussi consommer local, que nous devons nous investir pour trouver des solutions, apporter des réponses face à certaines situations qui s'imposent à nous. Le coronavirus n'est pas africain. C'est pas africain, c'est chinois. Tout le monde le sait. Et donc, ce virus-là, nous ne devons normalement l'Afrique devait être épargnée. Mais malheureusement, on a été contaminé par des gens qui ont traversé des frontières africaines et qui sont arrivés. La preuve aujourd'hui, l'Afrique est moins touchée par ce virus. Pourquoi? Personne n'arrive à le savoir. Peut-être aussi, c'est parce que nous sommes africains ou alors que nous avons certaines caractéristiques que les autres races n'ont pas. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que le virus existe bel et bien.
Et il faut s'investir. Les États le font. Tous les États aujourd'hui ont mis leur capacité à investir dans le coronavirus. C'est bien. Mais demain, après l'étape du coronavirus, il faut que nos autorités comprennent qu'il est temps de monter des facultés de médecine traditionnelle. Je vous dis, la Chine l'a fait. Aujourd'hui, nous appliquons la médecine chinoise pour nous guérir. C'est extraordinaire. Alors qu'on dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Credo, nous, on est en train de discuter bien sûr de ce thème ici. Et si demain, on a dit que ça atterrit au Togo, on a commencé par vacciner les gens, vous allez faire quoi? Non, d'ici, hein? Non, mais je crois que individuellement, David, Mathieu et moi, nous n'avons aucun pouvoir. C'est vrai, nous allons nous retrouver sur ce plateau pour analyser cette situation, dénoncer un certain nombre de choses. Mais je crois que c'est de la responsabilité de nos dirigeants, de nos autorités, du ministère de la Santé, de ne pas épouser, disons, cette idée assez facilement de tests sur des Africains. Et également, en parlant de l'Afrique, donc je crois que nous devons faire des efforts. Nos enseignants-chercheurs doivent faire des efforts, certes, mais nous-mêmes, en tant que composante de l'Afrique, nous devons cesser d'être une société de consommation. Une société de consommation, nous devons produire également. Donc, nous n'allons pas consommer tout ce qui vient de l'Occident. Nous avons également des richesses dans nos pays sur tous les plans. Et c'est vrai, c'est maintenant qu'au niveau de l'université, il y a cette symbiose entre les médecins modernes et, disons, les tradithérapeutes. Mais je dis, mieux vaut tard que jamais. Mais que ce lien soit raffermi et que l'après-coronavirus ne nous amène pas l'information comme quoi tout est suspendu et qu'on attend encore une crise sanitaire pour travailler sur les choses. Nous avons des choses, nous avons des valeurs, nous avons des richesses. Ceux qui trouvent des produits, des remèdes contre l'éjaculation précoce. Ceux qui trouvent... Pourquoi ce système-là? Non. C'est ce que nous retrouvons dans les rues. Donc là, il y a même des publicités qui sont faites pour dire que si tu veux avoir un gros pénis, donc il faut appeler tel numéro. Ils sont où? Parce qu'il y a... Non, ces gens-là sont où? Ceux qui sont sur les Non, les pasteurs qui veulent faire des miracles. Les pasteurs qui demandent aux gens le vendredi à 23h de vin, non seulement de vin, mais que tout le monde tienne un balai et qu'ils vont bouter. Non, mais moi je crois qu'il faut arrêter toutes ces comédies-là. Parce que la question, elle est urgente, elle est autre. Donc il faut que nous encouragions également nos enseignants, chercheurs. Mais je dis, sur le coup de la lutte contre le coronavirus, le gouvernement togolais fait des efforts. Le gouvernement aussi a besoin d'être encouragé par nous en tant que citoyens. Nous devons également faire des contributions et non végéter dans le critiquer, le manger, le dormir. Et que le gouvernement hésite, de tâtonner dans les prises de décision. Qu'il soit rigoureux quand il prend une décision, qu'il l'applique ou qu'il pose et surtout que des réflexions de l'ordre et de sécurité des réflexions profondes avant la prise de toute décision. Nous sommes devant une situation dramatique. On parle de guerre sanitaire ailleurs. Nous sommes en face d'un ennemi invisible. Et donc, quand le gouvernement prend une décision, qu'il ne revienne plus, parce qu'en revenant sur des décisions, ça donne l'impression que vous ne faites pas de la rigueur. Non, mais je crois que ce côté, si vous permettez, je voudrais nuancer pour dire que si le gouvernement, si dans le cas d'espèce des étudiants, le gouvernement est revenu sur sa décision pour suspendre l'application de cet arrêté, il faut féliciter le gouvernement togolais. Parce que le gouvernement togolais est à l'écoute des préoccupations de nos populations. Maintenant, il faut bien recadrer le jeu. Tout compte fait, lorsqu'on parle de l'État, l'État c'est toi, c'est moi, c'est David, c'est nous tous. Nous devons contribuer. N'attendons pas que ceux qui sont des ministres puissent faire de la magie. Nous devons, chacun à son niveau. Et dans le cas d'espèce de couvre-feu, sensibilisons nos prochains pour dire qu'à 20h, il faut que nous soyons chez nous. Avant 20h. Avant 20h. Avant 20h. Credo, et que nos forces de sécurité aussi travaillent dans le respect de la loi. Je pense que le ministre de la Sécurité a flashé lui. Oui, le ministre de la Sécurité, il fait toujours le 10-14 pour les signaler s'il y a déjà des bavures. Et il a félicité le ministre Yark. Moi, je l'encourage. Félicitations. Non, mais il faut le dire, les félicitations au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Moi, le général Yark pour cette démarche-là qu'il a eu à faire au vu de certains de
Oui, le 10, 10-14 Ouais. pour les signaler. J'espère que vous avez votre carte professionnelle sur vous pour rentrer en paix. La carte professionnelle, Oui. et je crois que nous allons rentrer avant Merci. 20h. Avant Merci. 20 heures. Merci à vous. Au revoir.